Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeuch. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous. Le sommeil dans tous ses états, tel est le thème de notre émission aujourd'hui. Régi par l'horloge biologique, le sommeil, on le verra, est indispensable à la vie, primordial pour être en forme, garder le moral ou maintenir un bon équilibre métabolique. Que savons-nous du sommeil, de ses cycles, de ses troubles? Quelles sont les conséquences du manque de sommeil sur la santé? Quelles sont les méthodes pour mieux dormir? Autant de questions que vous vous posez sans doute et auxquelles répondent nos invités ici présent. J'ai le plaisir d'accueillir donc le professeur Rim Rafrafi, qui est professeur en psychiatrie, spécialiste en médecine du sommeil, chef du service de santé mentale à l'hôpital Monjislim de la Marsa. Le professeur Leila Rarbidouik, professeur en pneumologie et allergologie, spécialiste en médecine du sommeil, chef de service de pneumologie, pavillon D, hôpital Abdelrahman Mami Ariana et vice-présidente de la Société tunisienne de médecine du sommeil. Et le docteur Mohamed Torki, médecin spécialiste en pneumologie et médecine du sommeil, président de l'Association tunisienne de médecine du sommeil. L'actu santé. Le sommeil occupe plus d'un tiers de notre vie. Il joue un rôle essentiel sur l'organisme et la santé. Comprendre les mécanismes du sommeil et les processus par lesquels cet état si particulier nous permet de nous reconstruire est toujours d'actualité. En marge de la Journée mondiale du sommeil qui a eu lieu la semaine dernière, Santé pour tous fait le point sur le sommeil. Alors, pourquoi une journée mondiale du sommeil? Docteur Mohamed Torki, ma première question est pour vous. Merci. En fait, il y a plusieurs raisons pour avoir cette journée mondiale de médecine de sommeil, en fait, ou du sommeil, disons. 3 choses importantes. D'abord, dire aux gens que le sommeil est quelque chose de très important pour notre vie, aussi important que manger, que respirer, que faire de l'activité physique. Le sommeil est indispensable pour notre vie, donc il faut faire très attention. Deuxièmement, il y a un grand risque de pathologies de sommeil qui peuvent influencer notre vie et notre santé. Donc il faut connaître ces pathologies. Et troisièmement, c'est surtout sensibiliser les gens à un meilleur sommeil, comment avoir un bon sommeil pour éviter les problèmes de sommeil. D'ailleurs, cette initiative, professeur Rim Rafrafi, est baptisée « Open your eyes to sleep », ouvrez les yeux sur votre sommeil. C'est dire à quel point il est important de prendre conscience de l'importance du sommeil. Oui, et on n'en prend pas assez conscience, à mon avis. Bon, peut-être aussi tant mieux, parce que les choses se font naturellement. Vous prendriez conscience que vous respirez. Ben non, on le fait systématiquement. On le fait naturellement. Voilà. Et plus on fait notre sommeil naturellement et normalement, mieux on se porte. Enfin, donc tant mieux. On se préoccupe de notre sommeil quand il nous fuit. Quand il nous fuit. Et généralement, quand on perd les choses, on reconnaît leur valeur. Donc, reconnaissant d'abord qu'on a une très belle partie de notre vie, que nous passons activement à dormir, parce que c'est une activité, le fait de dormir, ce n'est pas l'absence d'activité. Alors, au-delà de la fascination que nous inspire cet état, on va ouvrir les yeux sur notre sommeil. Cette journée mondiale a pour but, j'imagine, de sensibiliser le grand public à l'importance du sommeil et aux conséquences liées à ces troubles, professeur Leila Rarbidouik. Oui, tout à fait. C'est-à-dire on profite de la journée mondiale du sommeil pour effectivement mettre le jour sur ce tiers de notre vie qu'est le sommeil. Mettre le jour sur ça, certes, mais surtout comprendre que derrière ça, il y a aussi des enjeux. Quand on a des problèmes de sommeil, il n'y a pas que la personne qui est touchée, il y a plus, c'est la collectivité qui est touchée. Quand on parle, par exemple, d'accidents de la voie publique, par exemple. C'est énorme comme une somnolence sujet. Quand on a une somnolence, on a un impact sur la société. Donc, une journée dédiée mondiale au sommeil, c'est quelque chose, ça permet quand même de mettre le point sur des questions importantes qui sont certes liées au sommeil, mais qui touchent le socio-économique, l'éducation, et on va voir tout le long de cette émission, tout est touché, pas seulement le volet médical.
Alors c'est un domaine en pleine exploration, hein. Le sommeil ne révèle ses secrets qu'au fur et à mesure des travaux, des chercheurs, des cliniciens. Les connaissances ne progressent que depuis les années 50. C'est dire combien la discipline est nouvelle. Docteur Mohamed Tolki, vous êtes le président de l'Association tunisienne de médecine du sommeil, une jeune association, on va dire. Et c'est un domaine, le sommeil, où chercheurs et cliniciens sont souvent des personnes passionnées, très investies dans leurs travaux et qui ont plaisir à échanger, comme le montre la forte fréquentation des congrès sur le sommeil ces 10 dernières années, à l'image du 4e congrès national de la Société tunisienne de médecine du sommeil, là, qui s'est tenu cela quelques mois. Et puis déjà, vous avez tout mis en place pour le prochain, au mois d'octobre 2020. Oui, tout à fait. En fait, comme on a dit tout à l'heure, le sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et de plus en plus de médecins tunisiens s'intéressent au sommeil. Et s'intéresser au sommeil, ça ne veut pas dire uniquement traiter les patients, mais aussi apprendre. D'où l'intérêt qu'on fasse des ateliers et des congrès donc régulièrement pour sensibiliser les médecins et apporter les nouvelles techniques et les nouvelles connaissances médicales en matière de sommeil. En préparant cette émission, vous m'avez dit « Quiconque veut vivre longtemps et en bonne santé doit commencer par bien dormir avec un sommeil régulier de qualité ». On verra que c'est peut-être pas toujours facile. C'est pas toujours facile, vu la société, donc on a toujours des problèmes, soit avec le travail, ou avec la société, ou la famille, on a beaucoup de contraintes, et ça joue énormément dans notre vie, c'est d'une grande influence sur le sommeil. D'où l'importance d'être sensibilisé au sommeil et à sa qualité et la durée du sommeil. À la une. Le sommeil joue un rôle essentiel sur le bon fonctionnement de notre organisme. Alors que l'étude du sommeil est une science jeune, on le disait, nous savons qu'un bon sommeil est très couramment un gage de bonne santé et de longévité. Mais que se passe-t-il pendant ces heures si mystérieuses? Et que vivons-nous vraiment au long de ces nuits peuplées de rêves? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, ma première question, qu'est-ce que le sommeil? Professeur Leïla Gharbidjouik. Le sommeil, c'est un état physiologique. C'est-à-dire, on dort, comme on l'avait dit, le tiers du temps environ de notre vie. Et c'est un processus qui est aussi important que les fonctions vitales qu'on dira, respiration, digestion, immunité, ça a la même importance, et on va voir que au cours du sommeil, il y a tout un processus qui est en place, qui ne doit pas être défaillant. Mais que savons-nous du sommeil, de ces cycles? Le sommeil est classiquement connu pour se distinguer en 2 types de sommeil. Le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et quand on dit sommeil lent, on a 2 types de sommeil lent. Le sommeil lent léger, là où on passe des débuts, c'est l'endormissement, c'est l'activité du cerveau qui commence à se ralentir, là où on rentre dans notre sommeil, on passe, c'est ce qu'on appelle les stades 1, on va pas quand même rentrer peut-être dans les détails. C'est-à-dire la personne perçoit qu'il somnole, il va dormir, et puis après vient le sommeil lent, profond, et on bascule, on ralentit, mais vraiment là, l'activité cérébrale largement. Et puis on aura des vagues d'ondes lentes dans notre... on essaie de faire le G, l'électroencéphalogramme des passions, c'est des ondes lentes qui font que tout se ralentit en termes d'activité cérébrale. Et là, le sujet, quand on essaie de le réveiller, il est difficilement réveillable. D'accord. Et puis après, c'est-à-dire on se rend compte, par exemple, quand on réveille ces gens-là en plein N3, en plein sommeil lent, profond, ils se réveillent hébétés. Ils se posent des questions. Je suis où Voilà. Après, il y a le sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, lui, par contre, c'est celui qu'on appelle REM, Rapid Eye Motion. C'est les mouvements oculaires rapides. C'est un sommeil où le sujet ne bouge pas. Il bouge pas. Il n'y a plus de tonus. Il n'y a que les yeux qui bougent. D'accord. Il respire évidemment. Il y a les yeux qui bougent de façon rapide. C'est vrai qu'on a pris cette notion de rêver simplement en sommeil paradoxal, mais pas que. D'accord. Pas que. On a démontré récemment que le rêve aussi, on rêve en sommeil lent, profond aussi. Mais le sommeil paradoxal,
comme il est riche en activité. C'est un sommeil où c'est vrai qu'il n'y a pas de tonus, que la personne ne bouge pas, mais à l'intérieur, ça bouge dans tous les sens. C'est-à-dire, on a des yeux qui bougent, des mouvements oculaires rapides, et on a l'impression qu'au cours de ce sommeil paradoxal, effectivement, tous les rêves sont permis, mais pas uniquement en fait. Hein. Alors, il paraît, professeur Rafarafi, que en ce qui concerne le sommeil paradoxal, cette période va permettre de récupérer mentalement, tandis que le sommeil lent permet de récupérer physiquement. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je vais revenir un peu à la définition. Oui. Vous avez bien dit que la médecine du sommeil, elle est assez récente. Tout à fait. Mais la question du sommeil, elle a intéressé l'être humain depuis qu'il existe. Il a été toujours très curieux de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un état de mort ? Puis il a été différencié de l'état de mort puisqu'il est réversible. Oui. Est-ce que c'est un coma par la suite ? Et j'ai trouvé une belle histoire de l'Antiquité et de la mythologie grecque, oui. Le dieu Hypnos, Oui. et donc d'où vient le terme hypnotique, etc. Oui. Donc Hypnos était le fils de l'ombre et de la nuit, frère de la mort, et il endormait l'humanité entière, et les dieux eux-mêmes y succombaient. C'est dire que sa force, il peut même endormir les dieux. Donc c'est un phénomène... Les dieux de l'Olympe. Voilà, même les dieux de l'Olympe dorment. Donc c'est un phénomène qui est rattaché à toute l'humanité. L'Égypte ancienne, mythologie gréco-romaine. On essaie d'expliquer le sommeil. Mais ce n'est que récemment et puis aussi la science, elle a beaucoup évolué, certes, mais elle n'a pas vraiment tellement évolué. Hein. On ne décrit qu'en surface ce qui se passe. On décrit le fonctionnement du cerveau quand il est endormi, et schématiquement, c'est ça, le sommeil, c'est un train qui a une locomotive, hein, c'est l'endormissement initial, et puis une série de wagons. Oui. Une série de wagons. Et chaque wagon, c'est exactement ça. C'est une succession de 4 stades suivis d'un sommeil paradoxal. Alors, et puis vient un autre wagon. Pour bien comprendre, le professeur Leila Rarbidjik l'a bien expliqué, donc le sommeil lent comportait donc plusieurs stades, qui correspondent au sommeil léger. Donc il y a un premier stade où le dormeur n'a pas vraiment l'impression de dormir, il somnole, et puis il y a le stade de sommeil confirmé, arrive le sommeil profond, puis c'est le sommeil paradoxal, le sommeil rapide ou paradoxal. Au moment où on va se réveiller, on est toujours dans le sommeil paradoxal ou bien on est repassé au sommeil lent ? Ça se passe comment ? Alors, comme il y a une série de wagons dans ce train... Je ne parle pas de quand on met un réveil, hein. Je dis quand on va se réveiller tout seul. Quand on va se réveiller, justement, tout ce cycle se répète 4 à 5 fois la nuit. Ah, d'accord. Et donc, le sommeil, après avoir été paradoxal, il va revenir à un stade léger. Et si vous n'avez plus besoin de sommeil, vous avez atteint vos heures de sommeil qu'on a récupéré, et les heures programmées dans votre cerveau, vous allez vous réveiller sur un stade stade qui ressemble à l'endormissement, et vous allez vous réveiller. Mais par contre, quelqu'un peut vous réveiller pendant les différents stades. Si le fameux réveil le matin, par exemple. Si on vous réveille au stade d'un sommeil profond, vous serez confus en vous réveillant. Si on vous réveille pendant le stade paradoxal, généralement, vous allez bien vous rappeler de votre rêve. Et là, vous allez vous rappeler des détails. D'accord. Des rêves en couleur, tant qu'à faire. C'est les rêves qui aident à résoudre justement les difficultés qu'on a vécues pendant la journée. C'est les rêves qui portent conseil. Effectivement, la nuit porte conseil à travers les rêves du sommeil paradoxal. Laissez passer les rêves. Les besoins en sommeil sont variables d'une personne à l'autre, docteur Mohamed Torki? Oui, tout à fait. Ils sont variables. Par exemple, chez le nouveau-né, le nouveau-né peut dormir jusqu'à 22 heures, pas 24 heures, c'est-à-dire c'est très important pour son développement. Et ensuite, au fur et à mesure, lorsqu'on grandit, on prend de l'âge, et il y a moins en moins besoin de sommeil. Pour les enfants, par exemple, aboutit à 2 siestes, une matin, une l'après-midi. Et pour l'adulte, jusqu'à l'âge adulte, ça diminue progressivement. Et pour l'adolescent a besoin, et c'est très important, jusqu'à 10 heures du sommeil. L'adolescent. Donc c'est très important de respecter ça.
Et petit à petit, on aura besoin à la fin, lorsqu'on est adulte, jeune adulte, disons, on aura besoin entre, disons, 7 et 8 heures de sommeil. Par contre, il faut savoir que chez les personnes âgées d'un certain âge, le sommeil peut être perturbé de façon physiologique pendant la nuit, d'où l'importance de bonnes conditions de sommeil pour ces personnes-là. Alors on entend communément parler de sommeil réparateur, mais que se cache-t-il derrière et quels sont les différents rôles du sommeil sur l'organisme, Dr Mohamed Torki? En fait, le sommeil a plusieurs rôles très importants, entre autres le repos du cerveau, déjà. Ensuite, il est important dans plusieurs autres choses, telles que la maturation cérébrale, la reconstruction cellulaire et l'immunité, c'est-à-dire les défenses immunitaires. Chez les jeunes surtout, et chez les personnes qui travaillent manuellement aussi, le sommeil devient extrêmement important pour l'apprentissage et la mémorisation. On dit pour les jeunes, lorsqu'il y a un problème de mathématiques qui pose problème, il ne faut pas rester éveillé jusqu'à 2h du matin en cherchant à le résoudre. Parfois, le matin, lorsqu'on se réveille, on a la solution en tête. Et comme a dit le Dr Harbi tout à l'heure, la vigilance, c'est extrêmement important pour qu'on ait moins d'accidents dans la voie publique, moins d'accidents de travail. C'est extrêmement important d'avoir une bonne quantité de sommeil et une belle qualité du sommeil. D'accord, c'est bien clair. Au niveau de l'humeur aussi, professeur Limra Frafi, ça joue le sommeil sur l'humeur? On est de bonne humeur parce qu'on a bien dormi, le matin on se réveille, ou bien on est grincheux parce qu'on a l'impression d'avoir mal dormi ou pas assez. Alors là, c'est la relation aussi dans les deux sens, hein, la poule et l'œuf. Parce que l'autre sens est aussi vrai. Quand on a des troubles de l'humeur, on finit par altérer notre... C'est un cercle vicieux. Oui, c'est un cercle vicieux. En tout cas, quand on est en dehors de la pathologie, l'humeur est très bien régulée avec une bonne nuit de sommeil, oui. Je reviens sur les fonctions du sommeil, professeur Leila Gharbi-Douik. Pour les enfants, par exemple, le sommeil va leur permettre, on nous dit, de grandir, notamment grâce à une sécrétion d'hormones de croissance. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, si on prend l'exemple c'est-à-dire qu'on grandit pendant qu'on dort. Oui. Rappelez-vous tous qu'on nous disait, quand on est jeune, écoutez, dormez tôt, n'essayez pas de dormir après minuit. C'est vrai. C'est pas bien, vous n'allez pas bien grandir. Eh ben... C'est scientifiquement prouvé que, au cours du sommeil, il y a la sécrétion de l'hormone de croissance, growth hormone. Ça permet la croissance, au fait, quand on ne dort pas. Et ben cette hormone on va dire qu'elle va pas pousser, qu'elle va pas être là, mais elle va être déréglée. Et même, on ira plus loin. C'est-à-dire, on avait décrit parfois un nanisme psychologique. Ah bon? Oui, et au fait, c'était en rapport avec un trouble du sommeil, c'est-à-dire un sommeil non réparateur. C'est des enfants qui dormaient pas très bien, et on a constaté un nanisme, on comprenait pas pourquoi, etc. Maintenant, tout est clair. Pour bien grandir, faut bien dormir tôt et suffisamment. Ça, c'est non. Deuxièmement, effectivement, quand on prend l'apprentissage des enfants, c'est-à-dire à l'école, c'est bien de travailler et tout, mais bien dormir permet d'améliorer l'apprentissage scolaire, mais tout apprentissage, qui soit manuel, mental, est bien mis en boîte, si on veut, au cours du sommeil. Et le sommeil permet de structurer, de mettre de l'ordre. De bien digérer tout ce qu'on a appris. Un sommeil ne doit pas être perturbé. Ça permet effectivement d'améliorer l'apprentissage. Ça permet de remettre, comme on avait dit, de faire grandir les gens. Même sur le plan psychologique, si on ne dort pas très bien, le lendemain, on n'arrive pas à être en forme et on va rentrer effectivement dans un cercle vicieux. Tout à l'heure, le docteur Mohamed Torki le disait bien, l'hygiène de sommeil est tout aussi importante que la bonne alimentation et l'activité physique pour celles et ceux qui souhaitent une vie saine. Alors on l'a bien compris, que ce sommeil est indispensable pour notre organisme. Cependant, les rythmes de vie, les nouveaux loisirs font que les Tunisiens, et pas que les Tunisiens d'ailleurs, ne dorment pas assez. Or, cette carence nocturne, elle a des effets délétères sur la santé et le bien-être. Alors on fait le point, si vous le voulez bien, sur ses conséquences à court et long terme. Quelles vont être les conséquences du manque de sommeil? Professeur Rafrafi. Si on fait le lien avec les fonctions du sommeil qu'on avait vu tout à l'heure,
Donc, toutes les fonctions, qu'elles soient métaboliques, la croissance, la régulation de la glycémie, la régulation de notre tension artérielle, de tous les indicateurs biologiques du corps, vont être perturbés si on a chroniquement un problème de sommeil. On a vu aussi que le sommeil a des fonctions cognitives, la vigilance, la concentration, la capacité de bien mémoriser, de bien archiver sa mémoire, de résoudre les problèmes. Donc cette capacité en cas de troubles du sommeil chronique vont être aussi diminuées. D'où les troubles de la vigilance en conduisant, en travaillant, les accidents de travail, etc. Et aussi sur le plan humeur, gestion de notre anxiété, un mauvais sommeil chronique va affecter tout notre aspect psychologique de notre vie. On sera plus anxieux, on aura tendance à trouver un anxiolytique dans notre comportement. On va avoir un trouble du comportement alimentaire qui est anormal, qui peut aboutir à une obésité. Alors, ça c'est nouveau, enfin ça nous semble nouveau, parce qu'on nous dit que les fonctions biologiques telles que la glycémie, enfin comment on nous dit ça scientifiquement, qu'il va y avoir une perturbation du métabolisme du sucre qui va favoriser surpoids et risque de diabète. À ce point, le manque de sommeil nous fait grossir alors. Le manque de sommeil peut nous faire et grossir et peut nous faire maigrir, les deux. Puisque tout est lié à notre horloge biologique. Ouais. Tout est lié à un rythme. Et le chef du rythme, c'est le rythme veille-sommeil. Et donc, si ce rythme est perturbé et qu'on a tendance à s'endormir une nuit à 10 heures, la deuxième à minuit, on saute une nuit, le rythme, dès qu'il est perturbé, eh ben, toutes les fonctions qui en découlent seront perturbées. Alors, vous avez parlé des conséquences sur la mémoire, les conséquences sur l'humeur, les conséquences sur l'apprentissage, sur la vision. Il y en a beaucoup. Sur la douleur, il paraît aussi qu'on ressent beaucoup plus les douleurs. Alors, le manque de sommeil l'état de vigilance et l'humeur qui s'ensuivent perturbent notre perception du même phénomène douloureux. C'est-à-dire qu'avec un même stimulus, si vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes détendu, vous allez noter la douleur, par exemple, 6 sur 10 avec un même stimulus. Mais quand vous êtes sorti d'une mauvaise nuit, que vous êtes grincheux, que vous avez mal fait votre nuit, eh ben, avec le même stimulus, vous allez le coter à 8 sur 10 comme impact douloureux. C'est la partie perception de la douleur. Et la résultante est qu'on a la certitude qu'on a plus mal. D'ailleurs, dans les techniques de traitement de la douleur, on cherche à améliorer l'état de bien-être de la personne en général, entre autres, à ce qu'elle ait un bon rythme veille-sommeil et est-ce qu'elle ait une bonne nuit, de telle façon que pendant la journée, la perception de la douleur va diminuer et même la consommation des médicaments antidouleurs peuvent être diminués grâce à une bonne nuit de sommeil. Docteur Mohamed Torki, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste une petite chose, c'est que aussi, même pour les médicaments, certains types de médicaments peuvent être utilisés contre la douleur. Par exemple, comme a dit le Dr Rafrafi, certains types de médicaments agissent mieux l'après-midi que le matin, par exemple. Même les médicaments sont influencés par le sommeil. L'absorption des médicaments et leurs effets sont parfois liés au problème de sommeil, donc sous forme de cycle. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a certains types de cancers qui apparaissent ou qui sont générés par les troubles du sommeil aussi. C'est-à-dire on peut avoir certains types de cancers qui sont les conséquences de troubles du sommeil, surtout une insomnie sévère, chronique. D'accord. Et pourquoi on parle d'HTA aussi, professeur Leila Gharbidoui, on dit que le manque de sommeil augmenterait le risque d'avoir une hypertension artérielle? Alors, on revient au fait de l'intérêt du sommeil. Quand on dort, on fait reposer notre système cardiovasculaire. Et quand on dort, tout s'abaisse, la tension s'abaisse, normalement, naturellement. La fréquence cardiaque s'abaisse. Alors si on s'amuse à réveiller des gens ou que le sommeil soit perturbé, qu'il y ait des arrêts, des à-coups, la personne se réveille, il y a ces pics tensionnels qui se font systématiques puisqu'on bouge, on est éveillé. Il y a ce qu'on appelle les éveils ou les micro-éveils aussi font qu'ils vont agir sur le système cardiovasculaire à travers plein de système sympathique, etc. Donc, ce réveil sympathique va donner cours à une tension qui n'est pas stable au cours de la nuit, qui peut se pérenniser jusqu'au matin
et donner l'hypertension D'accord. artérielle qu'on va mesurer le matin. Et cet état, en fait, est très 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 bien corrélé et a été démontré avec des pathologies qui donnent ce qu'on appelle un sommeil fragmenté. Toutes ces pathologies qu'on va certainement citer tout à l'heure, comme le fameux syndrome D'apnée du sommeil. Tout à fait. Qui même si la personne ne se réveille pas, son corps se réveille et ses vaisseaux se réveillent. Et ça fait que cette tension, c'est des gens qui ne reposent pas leur corps la nuit et le matin. Bonjour les dégâts, c'est l'hypertension artérielle qui peut être une conséquence. Il y a autre chose importante, Denis a précisé, c'est que maintenant, c'est démontré que si on rabaisse, on diminue le nombre d'heures de sommeil, tout le monde est exposé à un surpoids, à une obésité. Ça, c'est clair. C'est pas 1 ou 2 jours. Hein. On peut se permettre de diminuer un petit peu notre sommeil 1 ou 2 jours. Mais quand ça devient chronique, c'est intimement lié à l'obésité. C'est-à-dire les gens qui se disent « je vais dormir peu, ça va me permettre de bouger plus ». C'est tellement de archi choses faux. à faire. Archi faux. Reposez-vous. Prenons le temps de dormir nos heures de sommeil. La moyenne, c'est 8 heures. Il y a bien sûr les écarts, 6 et 10, c'est bon. Mais la moyenne générale, c'est 8 heures. Alors, respectant les 8 heures, et après, bon, on évitera peut-être de grossir sans savoir pourquoi. Mais pourquoi on grossit Parce qu'on ne dort pas très bien. On dort Ça, pas c'est, assez. ça, c'est, Mais ça, bon, c'est- avec nos ça, rythmes c'est de bien. vie, c'est difficile quand il faut se lever tous les matins à 5h30 ou voilà, et c'est pas évident. Voilà, il faut se coucher à justement. quelle heure? Il n'y a plus de vie sociale alors. Justement. Voilà. C'est pas évident. Faudrait Et puis, penser. je reviens aux adolescents. Il paraît que ne pas assez dormir ou se coucher trop tard chez eux va entraîner une diminution du volume de matière grise de leur cerveau. Alors, les adolescents, c'est quelque chose. On a pris l'habitude de toujours dire « Oh, ce qu'ils dorment, ces adolescents, c'est trop, ils dorment, Bah non, mais ils ils dorment en pas assez. Non, le matin, ils sont difficilement réveillables. Oui. Ça, on le vit tous. Et bien sûr, ce qu'on dit, allez, vous savez pourquoi il se réveille pas le matin ? Parce que le soir, il est avec sa tablette, qui dort pas. Et moi, je l'ai vu, il était connecté jusqu'à 2h. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça ne fait qu'aggraver le constat, on va dire. Mais il faut savoir aussi que les adolescents ont besoin. Vous savez combien d'heures de sommeil ? C'est pas des adultes, hein. 10 heures, disait tout Bah à l'heure oui. Dr Mohamed Torki. Voilà, ils ont besoin de 10 heures de sommeil qu'ils reçoivent pas du tout. Alors, pas Donc seulement, c'est un déficit énorme de sommeil. C'est pas des paresseux si pendant les vacances ils veulent dormir jusqu'à 11h du matin. On les laisse dormir alors. D'accord. Bah, il faut trouver des solutions par contre. Professeur Rafrafi. Alors pour les adolescents, c'est encore, ils sont grave. doublement taxés. Hein. Ils sont doublement taxés parce qu'on les qualifie de fainéants le matin. Bah Toutes oui. les mamans le vivent. Bah oui. Mais eux, vous savez, leur rythme, comme on a parlé du bébé qui dort 22 heures par 24 heures, eh bien, le rythme de l'adolescent, c'est un rythme à l'opposé de la personne âgée. Lui, physiologiquement, il est dans le tard. D'ailleurs, tous les ados, pendant les vacances, quand vous les laissez vivre spontanément, eh ben, ils vont pas dormir avant les 2 heures du matin. Ils vont pas se réveiller avant les 11 heures. Midi, ouais, 11 heures midi, ce qui fait les 10 heures physiologiques. Le problème, surtout, c'est le rythme pour l'école. Oui. Eh bien, l'école primaire, oui, à 8 heures. Mais vraiment, l'école pour les ados, pendant le collège et le lycée, pourquoi les ramener à 8 heures du matin et leur faire leur contrôle de maths et de physique et de tout à 8 heures du matin? Eh bien, je vous assure qu'ils ne sont pas encore vigilants et toutes leurs fonctions cognitives ne sont pas encore au point. Ils ont besoin d'être à l'école au plus tôt, à 9 heures du matin. Ils peuvent pas, c'est vraiment, c'est plus fort qu'eux. C'est le cas seulement des adolescents, c'est pas le cas des jeunes enfants. D'accord. Alors le problème, c'est que le week-end, ils se laissent aller dans un rythme plus physiologique. Mais lundi, il faut reprendre le cours normal de la vie. Donc, avec les ados, je les plains parce qu'ils sont en train d'apprendre à avoir un rythme de vie comme les adultes, mais leur physiologie, ils ne sont pas encore adultes. Ils ont besoin de dormir un peu plus. Ils ont besoin aussi de dormir un peu plus tard et de se réveiller un peu plus tard. Un message vraiment au nom de tous les ados, laissez-nous dormir le matin. Alors justement, j'aimerais qu'on parle un peu des troubles du sommeil. On le disait en introduction, le sommeil, bien souvent, s'en préoccupe que quand il nous fuit. Alors, quelles en sont les causes ? On parle beaucoup d'insomnie et on va peut-être s'étaler un peu plus sur l'insomnie, mais rapidement, est-ce qu'on peut lister, est-ce qu'il y a d'autres
troubles du sommeil, quels sont-ils? Les troubles du sommeil, il y a les troubles des hypersomnies, les parasomnies et les insomnies, pour être un peu schématique. D'accord. On parlera 3 des grands insomnies. groupes. Voilà, 3 grands groupes. Les hypersomnies sont moins fréquentes que les insomnies, c'est-à-dire quelqu'un qui présente une hypersomnie, ça veut dire qu'il dort plus qu'il faut et il s'endort aussi dans la journée. Et c'est extrêmement important de savoir que chaque hypersomnie n'est pas normale lorsqu'elle est chronique et il faut consulter. Pour parler des troubles du sommeil, je pense qu'il faudrait parler des troubles respiratoires au cours du sommeil. Ça, c'est un gros lot de la chose. Les fameuses Bien sûr, bronchopathies. oui, il y a le syndrome d'apnée de sommeil obstructif, mais il n'y a pas que ça. Il y a le syndrome d'apnée de sommeil, l'apnée centrale du sommeil, qui sont reliées avec d'autres pathologies, avec d'autres morbidités. Ça peut être de l'idiopathique aussi, hein. Ça peut être en rapport avec des médicaments, etc. Ça, c'est un lot de troubles respiratoires au cours du sommeil. Il y a des hypoventilations, ce qu'on appelle des hypoventilations, c'est-à-dire que les gens diminuent leur ventilation, leur respiration au cours de la nuit, et c'est pathologique. Et ça génère un groupe important de pathologies de sommeil. C'est le petit 1. Le petit 2, il y a tout ce qui est hypersomnolence et qui démarre d'origine centrale. Et là, ce que vous avez dit tout à l'heure, les gens qui dorment d'un coup, par exemple, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la narcolepsie. Des gens qui... Ça fait penser aux narcotiques, c'est pour ça que je trouvais ça bizarroïde. Oui. Et la narcolepsie, c'est quand même une pathologie rare, certes. Hein, c'est 2 pour 10 000 personnes, D'accord. c'est pas beaucoup, Ok. mais c'est quand même handicapant. Ça existe. Ça existe. Et c'est des gens qui, comme vous l'avez dit, étaient là, ils piquent du nez, ils perdent son tonus musculaire. Il vous dit, j'ai pas compris, je suis tombé, je dors, je ne comprends pas. Il y a les hypersomnies ou l'hypersomnolence, si on peut dire, qui sont en rapport avec des pathologies psychiatriques. En fait, j'aurais peut-être dû poser ma question différemment en vous demandant peut-être les facteurs qui peuvent se trouver à l'origine des troubles du sommeil. Les facteurs pathologiques et puis il y a d'autres, j'imagine les psychologiques, physiologiques ou environnementaux, non ? Il y a aussi les rythmes circadiens, on en a parlé tout à l'heure. Et ça aussi, c'est dans nos gènes. C'est-à-dire des gens qui viennent, leur plainte, docteur, je ne peux pas me réveiller tôt, un retard de phase. C'est génétique, il faut trouver des solutions. Mais c'est génétique. C'est-à-dire, on est avec. Ou des gens qui viennent de dire, docteur, je ne peux pas dormir tard. Il y a des gens qui ont des rythmes veille-sommeil irréguliers qui vont dans tous les sens. Un jour à 8h du soir, le lendemain c'est 2h du matin, etc. Tout ça, c'est des troubles du sommeil et on est dans nos consultations confrontés à ces patients-là pour les explorer, pour les conseiller, pour trouver une solution. C'est handicapant sur le plan social, c'est ce qui dérange. Donc, et puis les parasomnies, le somnambulisme, les terreurs nocturnes, les éveils confusionnels, etc. C'est pas une mince affaire. C'est Là, j'ai l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Fallait surtout pas. Voilà, tout à fait. Pour essayer un peu de classer les choses, ce qu'a dit Dr. Dr. Turki, il a bien classé les choses. Passons par les plaintes. Pourquoi vient quelqu'un se plaindre de son sommeil ? Soit il dort trop, ou qu'il somnole pendant la journée, soit il vous dira je ne dors pas assez, soit qu'il vous dira que je dors mais je me réveille fatigué, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi, soit qu'il vous dira qu'il se passe des choses pas normales pendant mon sommeil. Et c'est généralement l'entourage qui va vous dire. Par exemple, ses membres n'arrêtent pas de bouger, de gigotent. le conjoint vient vous dire j'en peux plus, trouvez-moi une solution. Ben, lui ou elle dort, mais moi, ça me fait une insomnie. Et la cause, c'est les mouvements à elle. Donc, les phénomènes bizarres pendant le sommeil. Et puis, nous, on va avec notre interrogatoire, généralement ça suffit. Parfois, avec certaines explorations, on va dire est-ce que c'est un trouble primaire du sommeil ? Il y a un problème au niveau du sommeil. Ou bien on va dire que c'est un trouble du sommeil, mais qui est dû à une maladie somatique, les phénomènes respiratoires. Il y a beaucoup de maladies organiques du corps qui vont perturber le sommeil. Ou bien c'est dû à une maladie psychiatrique, c'est notre mental. Et là, c'est le gros lot pour les insomnies, par exemple, c'est les maladies psychiatriques. Ou bien c'est dû à des substances, l'alcool, les substances, les médicaments. Ou bien, dernier chapitre, nos comportements, nos mauvaises habitudes. Donc, les troubles primaires du sommeil,
les troubles qui sont dus à une pathologie, qu'elle soit somatique, qu'elle soit psychiatrique, ou les mauvaises habitudes, les substances. Voilà. Donc, le premier filon, c'est qu'est-ce que la plainte du patient? Alors, généralement, tout le monde se plaint d'insomnie, mais on va trouver, même s'il se plaint d'insomnie, on va trouver qu'en fait, oui, c'est une insomnie, mais il y a avec une somnolence pendant la journée, ou bien il y a avec des phénomènes anormaux pendant le sommeil, ou. Donc voilà, la boîte de Pandore, c'est vrai, elle semble chaotique. C'est pour ça qu'on demande aux personnes de consulter. Il y a quelqu'un quand même en face qui va pouvoir démêler tout ça et trouver un chemin pour aider la personne. Mais jusqu'à récemment, l'insomnie apparaissait à première vue comme un symptôme extrêmement banal, fréquent, sans conséquences sérieuses, pour preuve d'ailleurs le peu de temps consacré à son étude dans la plupart des facultés de médecine, comme si elle n'appartenait pas au champ de la pathologie. Et aujourd'hui, les choses ont changé, elles ont avancé, puisqu'il y a même un cours qui est dispensé sur l'insomnie à la faculté de médecine, professeur Lafrafi, que vous assurez d'ailleurs. Donc l'insomnie aujourd'hui est mieux évaluée, mieux connue, mieux traitée, on peut dire ça ? Alors, elle reste quand même à une définition clinique, subjective. D'accord. Eh ben, si vous me dites que vous dormez mal, eh ben, je prendrai ça comme une insomnie jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce qui importe, c'est que votre ressenti pendant votre réveil. Si vous me dites que vous dormez mal, je considérerai cela comme une insomnie. Donc, classiquement, une insomnie, c'est soit qu'on n'arrive pas à nous endormir dans les délais habituels. Si j'ai l'habitude de prendre 5-10 minutes pour m'endormir, eh ben, si je suis à 15 voire 30 minutes pour m'endormir et que vraiment ça prend plus que 30 minutes, on va considérer cela comme une insomnie. Ou bien que je me réveille plus que d'habitude. On s'endort, mais on se réveille. Si j'ai l'habitude déjà de me réveiller une seule fois, ce n'est pas une insomnie, c'est mon habitude. Ou si on se réveille trop tôt. Mais si je me réveille plusieurs fois la nuit déjà, la nuit, on va dire que je ne maintiens pas mon sommeil et c'est une insomnie. Troisième aussi cas de figure, c'est que je me réveille plus tôt que d'habitude. Si j'ai l'habitude de me réveiller à 4 heures du matin, ce n'est pas une insomnie, c'est mon habitude. Mais si depuis une semaine, je me réveille à 3 heures, le réveil à 6 heures, au lieu de 6 heures, c'est une insomnie. Ou bien, non, je fais toutes mes heures comme d'habitude, mais pendant la journée, je suis convaincue que je n'ai pas bien dormi et je me sens mal et je me sens fatiguée. On va considérer cela aussi comme une insomnie. Les conséquences de l'insomnie, on peut en parler, c'est un petit peu comme le manque de sommeil, c'est moindre performance au travail, troubles de la mémoire, les accidents de la route dont vous parliez, professeur Leïla Gharbidouik, maladie cardiaque ? Oui. Ça peut provoquer... Puisque tous les facteurs de risque cardiovasculaire vont être affectés, oui. Une insomnie chronique est associée à plus d'événements cardiovasculaires, oui. Apparition de troubles psychiatriques ? Une insomnie durable avec des conséquences diurnes. Déjà, l'humeur va être affectée. On est généralement plus anxieux, même si on ne l'était pas nécessairement au début. On va initier des comportements erronés, une prise alimentaire le soir, une prise de substances pour essayer de dormir. On peut créer une dépendance à des somnifères dont on n'en avait pas besoin initialement. Attardons-nous sur l'insomnie, si vous le voulez bien, parce que autour de nous, c'est vrai que beaucoup de personnes se plaignent d'insomnie. Est-ce que ce sont des insomnies ou non ? Vous nous avez dit à l'instant qu'elle est caractérisée, l'insomnie, par une difficulté à trouver le sommeil, ou bien des réveils nombreux pendant la nuit, ou encore trop tôt le matin. Il y a des insomnies qui peuvent s'installer, parce qu'on connaît des personnes autour de nous qui sont insomniaques depuis des années, souvent en plus qui peuvent banaliser la chose, qui n'ont pas l'idée d'aller consulter, alors que des médecins sont là. Il y a une médecine du sommeil maintenant qui peut les aider. Et puis il y a des insomnies occasionnelles, parce que dans notre vie, il y a eu du stress au niveau de l'environnement, il y a le voisin là, qui fait des travaux, il y a des voisins très bruyants, ou que sais-je. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'insomnie, peut-être pour dire qu'il existe différents types d'insomnie. Alors je m'adresse à Madame Insomnie, professeur Rimra Farafi, c'est vous la grande spécialiste de l'insomnie. La majorité des insomnies sont transitoires. Une insomnie, de passage, ça vient généralement 2-3 nuits suite à un problème. Un problème
somatiques, parce qu'on a de la fièvre, on ne dort pas bien, Oui. Suite à un facteur de stress environnemental, parce que l'été, il y a les fêtes, il y a Ah les bah oui. mariages, et on doit aller voir un tel, et on s'endort Ou bien il y a plus la tard. musique qu'on Ou bien entend chez la le musique voisin. en là. rentrant. Voilà. Une insomnie transitoire. Mais le problème, c'est que quand cette insomnie transitoire va être la porte d'entrée vers une insomnie qui va s'installer. Elle dépasse les quelques nuits, voire les quelques semaines. Et généralement, c'est dû parce que nous, on a bien voulu la laisser s'installer. Et c'est là le moment d'aller consulter. Mais le stress, il y a aussi peut-être pour Oui, quelque chose il y dans a les beaucoup- facteurs, le travail, des soucis dans la famille, des soucis au travail, N'importe un quel décès, facteur de stress peut perturber notre sommeil. On va avoir une insomnie de quelques jours, généralement spontanément, avec les petits conseils de la famille, ou même spontanément, parce qu'on a une dette de sommeil et que le corps va essayer de réguler les choses, on va reprendre un sommeil normal. Le problème, c'est que quand on anticipe la nuit suivante, Oui. dès qu'on anticipe la nuit suivante, de surcroît si on est un peu anxieux, parce qu'il y a l'examen du bac qui va venir, Oui. parce qu'il y a le bébé qui vient de naître et qu'on appréhende les 3 ou 4 réveils nocturnes, parce qu'il y a un problème dans ma famille que je ne suis pas arrivée à trouver la solution, que j'ai des dettes d'argent et que je passe ma nuit à compter et à recompter. Dès qu'on se met en état de ne pas prendre le train, hein, de ne pas laisser le marchand de sable faire son travail, dès qu'on se met dans cet état, au lieu de nous ajuster et de reprendre un sommeil normal, on va focaliser notre attention sur quand est-ce qu'il va venir ce sommeil, quand est-ce qu'il C'est va vrai. venir, et on se conditionne. C'est un conditionnement négatif vis-à-vis du sommeil. On va se dire, la nuit tombe, je vais passer la même nuit qu'hier. Ouais. Et effectivement, si je dis, ne pensez pas à un éléphant rose, qu'est-ce que vous voyez? Enfin, un éléphant rose. Voilà. Tout de suite. Dès Ouais. qu'on se dit qu'on ne va pas dormir, effectivement, on ne va pas dormir. Jusqu'à installer un mauvais conditionnement par rapport au sommeil et installer vraiment cette insomnie qui va devenir chronique. Alors, le corps s'adapte. Les premières nuits, on va être moins vigilant peut-être pendant la journée, mais j'ai vu des patients avoir des problèmes depuis 2-3 mois. Et quand il vient franchement en consultation, on n'a pas l'impression que ça fait quand même 3 mois qu'il s'endort que 3 ou 4 heures par Mais nuit. le corps s'adapte, c'est étonnant. Et on est étonné de voir à quel point le corps tient. Jusqu'à quand, c'est la question. Justement, et il tient, mais il s'adapte en surface. Le docteur Duick en a très bien parlé, au fait, nos artères, nos cellules, notre cerveau, au fait, ils ont l'effet négatif, il est déjà là. Et un de ces jours, une pathologie, c'est une question de seuil. Quand il Ouais. atteint un certain seuil, la pathologie va se déclarer. Est-ce qu'on est Il obligé existe de pas prendre des somnifères pour se soigner? Non. Non, pas nécessairement. Si vous avez un problème de mal de dos et que c'est vraiment la position la nuit qui fait que votre mal de dos est encore, vous le percevez encore plus, en traitant la douleur, on va pouvoir mieux dormir. Si vous êtes anxieux ou que vous avez l'humeur qui est dépressive depuis quelques semaines, il va pouvoir vous traiter pour votre anxiété maladie, pour votre dépression maladie, et pas par des somnifères. Voilà. Et donc, quand on écarte le problème, le sommeil normal va reprendre son propre cours. Probablement la seule indication des somnifères serait une insomnie transitoire due à un travail par exemple posté. On a changé de rythme, on a travaillé pendant 3 mois l'après-midi et là c'est mes 3 mois de nuit. Et donc, au petit changement de rythme, je vais pouvoir... ceux qui ont travaillé de nuit, il faut dormir le jour et c'est pas évident quand le soleil est là. C'est pas évident, quand le rythme change. Ou bien quand on a fait un voyage... décalage horaire. Un décalage dans un certain sens. Le jet lag. Le jet lag, oui. Un somnifère va m'aider à reprendre un sommeil normal, mais juste 2-3 nuits. Et puis, surtout, ne pas aller vers la facilité de la prescription. Et là, votre médecin va vraiment, quand il prescrit quelque chose, il saura vous dire quand vous arrêtez. Alors moi, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il existe des astuces pour se rendormir la nuit? Et puis, quelles sont les bonnes habitudes à prendre au quotidien pour éviter l'insomnie? J'aimerais comme ça qu'on donne du concret aux auditeurs. D'abord, lorsque on se réveille au beau milieu de la nuit, on n'arrive pas à se rendormir, est-ce qu'il faut compter les fameux moutons?
Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, docteur Vous me réveillerez Mohamed. Ça n'a encore plus. strictement aucun intérêt. Par contre, lorsqu'on dépasse la demi-heure, lorsqu'on est au lit, il faut sortir du lit et aller dans une chambre calme où on peut... Ne pas allumer la télé, là. Surtout pas Parce que genre, c'est ce d'écran. qu'on fait. Hein. Surtout pas d'écran. C'est très important. On peut lire, on peut écouter un peu de musique, mais surtout pas rester au lit. Dès que le sommeil revient, donc on va au lit et on essaie de dormir. Comment on Donc, sait quand le sommeil revient? C'est les yeux qui picotent un peu, on Voilà. baille. Si vous êtes en train de lire et que vous avez l'impression que vous avez déjà lu la phrase, n'attendez pas. Moi, je pense que avant tout, il faut que chaque personne, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil, hein, il faut que chaque personne revoie un petit peu ses habitudes de sommeil. On n'est pas égaux. Il y a des gens qui dorment devant la télé. Je vous dirais, je sais pas moi, peut-être 60% des Tunisiens dorment devant la télé. Il y a une télé dans la chambre à coucher. Et on n'arrête pas de dire, pas de télé dans la chambre à coucher. Les écrans, c'est mauvais. Déjà la télé. Bien sûr, les téléphones, les smartphones, on va en parler. Mais la télé, c'est devenu quelque chose de classique dans une chambre à coucher, alors que la télévision est normalement à bannir de la chambre à coucher. Parce que la chambre à coucher doit être là pour le sommeil et pour l'intimité. Autre chose, si on revoit un petit peu les habitudes, si quelqu'un a pris l'habitude, et ça c'est certes une mauvaise habitude, mais c'est une habitude, de ne s'endormir que devant la télé. S'il n'y a pas de télé, il ne dort pas. Là, il faut travailler avec, c'est-à-dire il faut discuter avec le patient avec ses habitudes de vie. C'est-à-dire, il vous dit, moi je me mets au lit à 9h du soir, je mets ma série télé, avec mon mari, ou avec ma femme, on a tous la série X qu'on va voir, ou telle émission, et on s'endort. Aucun problème. On n'a pas de problème. Le jour où on n'a pas de télé, là le problème est là. On n'arrive pas à dormir. Et là, c'est un cas facile, on va dire. On va pouvoir discuter avec eux, remettre les bonnes choses en place. Les bonnes choses en place, vous allez me dire enlever la télé? Oui, pourquoi pas? Il faut bien démarrer quelque chose de positif. En tout cas, la sortir de la chambre à coucher. Voilà. Et il faut revoir la température de la chambre. Oui. Si on est trop chauffé dans une chambre, on ne dort pas très bien. Même si on a un bon sommeil, il faut alléger. Vous me direz quelle température? Il ne faut pas dépasser les 18, 20 degrés, pas plus. Au-delà, ça ne sert à rien. Également, avoir une routine pour dormir et une régularité dans le sommeil. Comme on fait C'est pour le les garant. enfants, en fait. Bah oui, même les adultes doivent D'accord. avoir une régularité. On leur dit, même si vous êtes en congé, même si c'est un dimanche, même si essayez de vous réveiller à des heures fixe, parce que c'est ce qui permet de garder effectivement son sommeil. Mais c'est vrai qu'on fait des écarts, hein, les week-ends, les vacances et tout le monde fait des écarts, mais ce qui est bien dans notre corps, c'est qu'on se rattrape rapidement. D'accord. L'histoire des repas trop copieux le soir, Sport aussi. Oui, le Et sport aussi le alors, soir. Le sport, il y a une... C'est bien de faire du sport, hein. Il faut faire du sport. Mais pourquoi le faire le soir? Un sport intense, au-delà de 20 heures, eh ben, ça ne vous aidera pas à mieux dormir. Sauf si c'est suivi d'une douche vraiment froide. Si vous êtes capable d'avoir une douche vraiment froide après le sport, allez-y. Et pas la chaude, Mais alors. sinon, non. Parce que pour dormir, physiologiquement, pourquoi quand vous vous endormez devant la télé, vous demandez « donnez-moi un plaid, Oui. j'ai un peu froid ». Eh bien, c'est ça. Hein. Pour s'endormir, la température centrale baisse. Oui. Elle a besoin de baisser. Si vous faussez l'information et que votre corps est encore... On prend un bain chaud, par exemple. On prend un bain chaud ou bien on fait une activité intense au-delà de 20 heures, eh ben, vous n'allez pas pouvoir vous endormir à 22 heures. Donc, D'accord. si on veut bien dormir, il faut laisser notre température centrale diminuer, c'est-à-dire si on prend un bain pas trop chaud, pas trop chaud, si on fait du sport, mieux vaut privilégier une activité douce le soir. Un yoga le soir, oui. Mais un cardio le soir, pas au-delà de 20 heures. Par contre, ce serait très bien de le faire le matin. Si on arrive à faire à 7 heures du matin un cours de cardio, c'est formidable. Les excitants? Les excitants, on a droit à un verre de Un thé petit café, l'après-midi, ouais. un café, mais pas au-delà de 16 heures. Ah, d'accord. Si on veut garder une hygiène du sommeil. Les sodas aussi, les ados, ils oublient que les sodas, c'est plein d'excitants. D'ailleurs, ils le cherchent en période de révision, Oui. les boissons énergisantes. Ouais. Là, c'est un autre volet. Ça, oui. On sait pas ce qu'il y a dedans, en plus. En plus,
Alors, point de vue sommeil, si je peux passer un message à tous les étudiants, tous les élèves, eh bien, si vous voulez réussir, eh bien, dormez bien, parce que pendant le sommeil, vous allez bien retenir ce que vous avez eu comme information. Et puis, donnez-vous le droit de prendre une pause en fin de journée, parce que ça va vous détendre pour mieux dormir. Donc, ce n'est pas du temps perdu. 1 heure pour se détendre la fin de journée, éviter les excitants, ne pas veiller jusqu'à minuit, parce que les 3 heures d'études du soir, vous allez les payer dans des effets secondaires par rapport à votre sommeil, vous allez finalement perdre à la fin. Donc pour bien réussir, il faut étudier pendant la journée, pourquoi pas se réveiller un peu plus tôt et reprendre le matin, et surtout bien dormir le soir. Autre chose à ajouter, Dr Mohamed Torki? C'est juste pour dire que tous les conseils qu'on vient de donner sont applicables pour les insomniaques, pour ne pas affoler les gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui font du sport l'après-midi sans problème, il y a des gens qui prennent un café ou un thé juste avant de s'endormir sans problème. C'est-à-dire, tous ces conseils sont très importants pour les insomniaques. Pour les autres, il faut savoir que chacun a son rythme, comme on vient de le dire. Il y a des choses qui sont quand même valables pour tout le monde, docteur, comme par exemple, plus d'écran, ne serait-ce qu'une demi-heure avant le coucher. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour tout le monde. Oui, ça, c'est très important pour les jeunes. Mais il y a des gens, des adultes, qui peuvent rester sur les réseaux sociaux jusqu'à minuit, ou jusqu'à 11h, ou jusqu'à 10h. Après, ils s'endorment sans problème. C'est-à-dire, si on a une insomnie, il faut bannir les écrans, et surtout bannir les écrans chez tous les jeunes, adolescents et jeunes enfants, à partir, par exemple, du 8h du soir ou du 9h du soir, parce que c'est très important qu'ils dorment bien, et ça a été démontré que chez les jeunes, l'effet de l'écran est plus important que chez l'adulte. Donc, il faut faire attention pour les écrans. Mais pour tout le reste, pour tout ce qui est adulte, il faut vraiment laisser les gens à leur guise. Par exemple, moi, si je dors devant la télé, après, je ne peux plus dormir, et ma femme, elle s'endort obligatoirement devant la télé et ensuite elle va dormir tous les soirs sans problème. Donc il ne faut pas généraliser, et surtout si on a un problème d'insomnie, il faut vraiment appliquer les règles qu'on vient de dire. Voilà. Probablement pour ceux qui s'endorment devant la télé, il y a une belle fonction. Vous programmez la télé pour qu'elle une demi-heure plus tard. Parce que tout le bruit, quand on dort, le bruit de la télé, vous allez l'enregistrer. Et donc on va se réveiller fatigué quand même. Voilà. Et puis de toute façon, c'est bon, tous ces conseils que vous avez donnés, professeur Lafrafi, parce que les gens n'ont pas suffisamment conscience à quel point ce sommeil joue un rôle essentiel sur le bon fonctionnement de notre organisme. Bien souvent, on peste après le sommeil. Oh là là, on se dit que de temps perdu, on pourrait finir ce dossier, on pourrait faire telle chose, et puis il faut aller dormir parce qu'on est fatigué. Donc c'est une bonne chose de rappeler à quel point il faut faire attention à son sommeil, que le sommeil est tout aussi important, on l'a dit tout au début de l'émission, qu'une bonne alimentation ou qu'une activité physique, pour celles et ceux qui souhaitent une vie saine. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. Fais pas ci, fais pas ça. Et nous en arrivons à notre incontournable fais pas ci, fais pas ça. Et en tour de table, je vais vous demander de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé. Donc chacune d'entre vous à tour de rôle va dénoncer un mauvais geste, une attitude qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé. En quelque sorte, c'est votre coup de gueule. Alors la parole est à vous. Je vais commencer avec vous, professeur Leïla Rarbidjouik. Moi, je dirais qu'il faut vraiment faire attention par rapport à notre sommeil, parce que son impact sur la vigilance est très... Il ne faut pas oublier que si on ne dort pas, si on est somnolent, on s'expose personnellement et autrui à des accidents de la route. Attention. Fais pas ci, fais pas ça. Docteur Mohamed Torki, votre fais pas ci, fais pas ça. Les gens qui ont une somnolence diurne importante ou une hypersomnie chronique, il faut qu'ils consultent absolument le médecin traitant, parce que c'est pas normal d'avoir ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit certaines personnes qui font une sieste qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ça veut dire qu'il y a une somnolence diurne et qu'il faut consulter. Fais pas ci, fais pas ça. Votre fais pas ci, fais pas ça, professeur Rimra Frafi. Ce qu'il faudrait ne pas faire. Ne pas faire, c'est de prendre le médoc de la voisine ou le médicament que mon médecin m'a prescrit l'année dernière, et d'avoir la facilité de prendre un comprimé pour dormir. Parce qu'on le voit par la suite, non seulement ce comprimé ne sera plus efficace, vous allez en prendre 2,
Et puis 3, et puis le problème de sommeil va persister. Et vous allez aussi avoir les effets secondaires. Donc, il y a un grand problème d'automédication. Donc, ne pas s'automédiquer. Et si vous sentez que vous avez un problème, allez consulter. Santé pour tous. Et nous en arrivons au terme de cette émission. Elle sera rediffusée mardi matin à 11h. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur notre page officielle. Merci donc à nos invités, le professeur Rim Rafrafi, professeur en psychiatrie, spécialiste en médecine du sommeil, chef du service de santé mentale à l'hôpital Mondjislim de la Marsa, le professeur Leila Rarbidouik, professeur en pneumologie et allergologie, spécialiste en médecine du sommeil, chef de service de pneumologie pavillon D à l'hôpital Abdelrahman Mammi à l'Ariana et vice-présidente de la Société tunisienne de médecine du sommeil. Et merci au docteur Mohamed Torki, médecin spécialiste en pneumologie et médecine du sommeil, président de l'Association tunisienne de médecine du sommeil. Merci à Wefé Bouzeid qui a assuré la prise de son. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous. Et d'ici là, bonne santé à tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté Par Denis Echeouch.